Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultramental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Valentin Piquet. Alors Valentin, c'est un jeune trailer, tu t'es mis à la course à pied il y a pas si longtemps que ça, à peine 2 ans, et tu viens de réaliser un off avec succès. Tu as traversé la France en partant de Menton pour relier Château-Gontier en Mayenne. Donc tout ça, tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi c'est ce point de départ et ce point d'arrivée. Et avant de commencer, comment ça va, Valentin? Salut Pierre, eh ben, super bien, merci, merci de ton invitation et ça va super, en pleine forme. Tu as pu déjà récupérer de ton périple? Oui, alors plus physiquement que émotionnellement, parce que c'est vrai que on pense beaucoup à la partie physique, mais il y a la partie mentale, hein, comme le nom de ton podcast, qui porte bien son nom. Et je pensais que ça serait plutôt physique, mais c'est plutôt mental. Euh, Plutôt sur la partie émotionnelle, le fait de redescendre. Euh, Ah, intéressant. Une phrase que je déteste en ce moment, c'est alors Val, le retour à la réalité, c'est comment? En fait, moi, je dis, c'est ce que je dis aux autres. Maintenant, il faut choisir sa réalité. Et c'est vrai que quand on vit d'aventure comme ça pendant 3 semaines, ce fameux retour, entre guillemets, à la réalité, on a envie d'être aventurier toute sa vie ensuite. Ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, avant de plonger dans le vif du sujet et de parler de ta traversée, est-ce que tu peux te présenter succinctement, nous expliquer un petit peu comment tu es venu à faire du trail et à te lancer sur un défi pareil? Oui, moi, je m'appelle Valentin Piquet, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Amiens, mais j'habite à Château-Gontier, dans le pays de la Loire. J'ai commencé à courir, à vraiment m'entraîner il y a 2 ans à la course à pied. Sinon, j'ai toujours fait du sport, hein, que ce soit du judo, du rugby. J'ai un peu tout testé, hein, dans ma jeunesse. J'ai toujours voulu tout apprendre. Je veux tout savoir. Je m'intéresse à beaucoup de choses depuis petit. Et en fait, je me suis inscrit sur un trail à La Réunion, la Mascarene, pour suivre une amie. C'était un peu une histoire d'amour. Ça a commencé comme ça. Et je m'étais inscrit à cette course, sauf que je courais pas du tout. Je sortais beaucoup, je fumais. Euh, niveau hygiène de vie, c'était pas terrible. Ouais, t'avais pas l'hygiène de vie de l'archétype du sportif, quoi. C'est ça, entre tes 20 ans et tes 24 ans, quoi. Tu testes, hein, tu te cherches, tu fais un peu n'importe quoi. Et je me suis inscrit à cette course. J'ai eu la chance d'être pris du premier coup, tous les deux. Et contrairement à ma copine de l'époque, elle s'entraînait à fond. Elle avait déjà un gros passif niveau course. Mais je suis allé au bout et c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais courir et surtout me dépasser. Ok, donc t'es arrivé sur le trail. Alors déjà, t'es arrivé par la mascarine, donc t'es pas arrivé par la petite porte, hein, t'es arrivé direct avec un gros morceau. Ça t'a piqué tout de suite? T'as eu envie de continuer? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé cette course? Alors déjà, moi, c'était l'une des premières fois que je partais très loin. Donc là, il y a tout de suite l'ambiance, la Réunion, les grosses montagnes, Mafate. Enfin, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vu de ma vie. J'ai vraiment trouvé ça génial. Et ensuite, la course, ça m'a pris 17 heures, mais moi, j'avais jamais couru plus de 2 heures. Et, et oui, ça a piqué, hein. Je me suis endormi sur un caillou pendant 1h30. J'en voulais plus, mais j'avais un but et moi, je voulais absolument aller au bout. Et ce que j'ai adoré, c'était l'ambiance de la course à La Réunion. Je pense que c'est un endroit magnifique, autant par la nature que par socialement. Pendant la course, il y a des concerts, il y a plein de choses. Et ça, je n'ai pas encore retrouvé ça dans une course. Cette fameuse ambiance du Grand Raid, c'est quelque chose à vivre pour le comprendre.
Ok, donc ça c'était il y a 2 ans. Derrière, tu as continué à courir. Et comment t'es arrivé cette idée de te lancer dans un off? Voilà. Tout de suite derrière, je me suis mis à m'entraîner un peu comme une brute. Donc, j'ai fait un peu le parcours classique du coureur, où j'ai fait du volume un peu trop intensément. Donc, tout de suite, j'ai eu une périostite qui m'a suivi jusqu'il y a pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps que j'ai réussi à m'en débarrasser. Ça a duré un peu plus d'un an. Et, à savoir que même 4 mois avant le projet, j'avais toujours cette périostite. Et du coup, je me suis mis à m'entraîner, à faire plus de volume, à voir ce que je valais aussi sur un semi, sur de la route. Mais tout de suite, je me suis très, très vite redirigé vers le trail. Et ensuite, comment je me suis dirigé vers un off, tout naturellement, parce que depuis petit, moi, j'ai toujours rêvé d'être aventurier. C'est ce que je disais à ma mère quand elle me disait, Valentin, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je disais, je veux faire comme McHorn. Et ma mère, elle m'a jamais dit, non, tu peux pas. Elle m'a dit, fais-le. Et c'est marrant parce que c'est là où, quand tu as une idée, quand tu es petit, tu visualises déjà. Et c'est marrant quand 20 ans après, tu puisses le faire. C'est assez satisfaisant, je trouve. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah, comment je pourrais faire une aventure? J'avais fait des stages pour faire une expédition polaire. Et j'ai bien aimé le fait de marier le sport et l'aventure. Et tout de suite, j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour de moi en off. Et là, je suis tombé sur Antoine Clément, que tu connais bien. Et j'ai vu qu'il avait quoi de plus que moi? Il avait un an de moins que moi. Il habitait à Nantes. Il avait traversé les États-Unis. Et je me suis dit, pourquoi pas? Mais j'ai voulu rester plus modeste pour ma part. Je me suis dit, les États-Unis, non, Valentin, t'es pas prêt. Si tu vas là-bas, tu vas mourir. Personne ne va te retrouver. Et tout naturellement, j'ai cherché un projet. Et j'ai surtout voulu le marier à une cause. Ça a été super important pour moi. C'est vraiment l'un des piliers du projet avec le refuge de l'Arche. Yes, et du coup, bah, pour refaire une petite rétrospective, une explication en tout cas pour les auditeurs qui n'auraient pas eu évidemment tous les podcasts. Antoine Clément, donc qui t'entraîne et qui t'a un peu aussi inspiré sur cette démarche. Bah, je l'ai reçu au tout début du podcast. Il a fait le P-City, donc le Pacific Crest Trail, en 60 jours, quelque chose comme ça. Donc, un truc de fou. Donc, dans le podcast où il nous explique sa démarche. Donc, il est entraîneur également. Donc, il t'a entraîné, il t'a préparé, on va dire, à ce off que tu t'étais lancé. Donc, ok, on va dire, ce qui est très bien dans ce que tu expliques, c'est qu'on voit bien la démarche et on comprend que voilà, c'est pas parce qu'on est inspiré par, ça peut être Antoine, ça pourrait être un autre. Antoine lui-même a été, il nous l'a dit, inspiré par d'autres comme Karel Sabé, dont il a regardé les vidéos 250 fois et qui le motive toujours. Mais après, à chacun de remettre dans son contexte à lui et dans ses capacités personnelles, voilà, de s'adapter en fait à soi-même, quoi. Donc toi, tu décides de relier ça au refuge de l'Arche et tu t'es dit traverser la France, c'est dans tes cordes. Alors, au tout Au bout de début, 2 ans de trail, comme ça. moi, je suis assez ambitieux, assez audacieux, je dirais, de nature. Et au tout début, je cherchais donc un projet avec le directeur du refuge. Quand je suis venu le voir, ils m'ont dit, bon, oui, c'est bien, tu commences à courir, on pourrait faire un projet local, donc ça serait traverser la région. Bon, bah, tout de suite, j'étais un peu timide, je dis bah, oui, oui, parce qu'on se sent peut-être pas forcément légitime de se dire de traverser la France. Du coup, je suis reparti du rendez-vous avec ça. Et le soir même, j'ai pris ma douche. Il était 21 heures. Et dans ma douche, je me suis dit non, 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 Val, ça te ressemble pas, c'est trop facile, tu sais déjà que tu veux y arriver. Je pense qu'un défi, faut pas être sûr que tu vas réussir, sinon c'est pas le bon rêve. Si tes rêves ils te font pas peur, c'est que t'as pas le bon. Donc là, j'ai rappelé Jean-Marie à 21 heures. J'ai dit, on va traverser la France en courant. Enfin, je vais traverser la France et vous allez m'accompagner. Et là, tout de suite, bon, de toute façon, il n'a pas eu le choix. Il m'a dit, bah oui, 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 carrément. Et il a foncé tête baissée. Et là, on a construit le projet main dans la main. Et aujourd'hui, on est très fiers de ce que ça a donné.
Ouais, tu m'étonnes. Ah, pas trop vite, pas trop vite. Spoil pas. Mais non, mais on sait déjà évidemment que t'es arrivé au bout. Euh, donc on a la préparation physique, bah, tu t'es entraîné avec Antoine. J'imagine bah, que ça a été quelque chose de progressif pour t'amener à ça. Comment t'as fait justement entre prépa physique, prépa mentale et le côté logistique? Et là, j'entends juste le découpage des étapes parce que c'est comme tu dis, tu as 2 ans de trail dans les jambes, on peut dire que tu es même limite encore débutant pour certains, et c'est hyper difficile, ne serait-ce que pour un trail, de savoir comment on va découper son trail entre ses allures, entre chaque ravito, tu vois. Comment tu as fait, toi, pour te dire telle distance, c'est bon, je vais le tenir sur 3 semaines, je crois, c'est ça que tu as fait? Ouais, comment tu as fait pour découper les étapes? En fait, je pense que moi, je suis plutôt quelqu'un d'instinctif que de statistique. Et le fait de m'entraîner avec Antoine, ça m'a aussi permis d'être un peu plus statistique et un peu moins instinctif. Et parce que moi, je regardais pour eux les allures, enfin, je m'entraînais un peu comme ça. Et ça a permis vraiment de structurer toute la préparation. Donc au début, c'est vrai que ça faisait 2 ans que je courais, mais ça faisait 1 an que je courais avec une périostite. Donc là, déjà, il y avait un petit problème. Et là, je me suis dit, ah, c'est super, Valentin, tu balances des grands projets, je vais traverser la France, mais tu as une périostite. Et à savoir qu'en février, je ne courais pas 30 minutes. J'arrivais plus à courir 30 minutes 3 mois avant le projet. Là, je me dis, mais Valentin, t'as fait n'importe quoi. Et de là, en fait, il m'a fait rencontrer son kiné. Et là, je dirais même pas que c'est un kiné, je dirais que plutôt c'est un magicien. Et en fait, sur cette préparation, on s'est beaucoup axé sur le renfort et le volume. Et moi, c'est quelque chose que j'intégrais pas beaucoup. Et maintenant, bon, je pense que tout le monde le sait, ça fait partie intégrante du trail, le renfort, le volume et le dénivelé. Et du coup, comment on a structuré ça? Et ben, Antoine, il s'est vraiment adapté à moi. Et en fait, il a vraiment travaillé avec le kiné et on a adapté les entraînements. Alors, quand je vous dis que je courais pas 30 minutes, c'est que j'ai repris les entraînements, je courais 2 minutes. Je courais 2 minutes, je marchais 1 minute. Et c'était moralement, ça fait mal, quoi. Quand tu sais que tu as déjà fait. T'as déjà- Non, mais moi, parfois, j'arrive à courir plus de 100 km. Et là, au courir de 2 minutes, mentalement, ça fait super mal. Mais il faut passer par là, et c'est là aussi où ça te remet à ta place. Du coup, on a déterminé combien de kilomètres je pouvais faire par jour. Donc, Mhm. moi, on a déterminé que c'était 50, Ok. 50 kilomètres par jour. Donc après, bah, j'ai pris les 1200 kilomètres qu'il y avait entre Menton et Château-Gontier. J'ai divisé ça et ça faisait 22 jours. Et après, moi, je me suis rajouté un jour de repos au cas où j'avais des petites galères, parce qu'on a toujours des petites galères sur ce genre d'aventure. Mais j'ai eu de la chance, j'en ai peut-être pas forcément eu besoin, mais ça m'a fait un repos en plus. Et du coup, de là, bah, ça m'a donné 3 semaines. Et après, bah, j'ai pris ma trace GPX. On va savoir que je suis passé que par des chemins. Et après, bah, j'ai découpé de 50 en 50 en 50. Alors parfois, j'arrivais dans des villes, mais parfois, j'arrivais dans des hameaux. Il y avait 3 pâtés de maison. On atterrissait parfois vraiment au milieu de nulle part, mais je pense que ça nous laisse de très, très beaux souvenirs. Ouais, bah, tu vois, ce que je trouve très très cool dans ton aventure, c'est bah, on en revient à un sujet je pense qu'on n'en parle pas assez parce que c'est très très sympathique, c'est la micro-aventure justement. C'est pas l'aventure qui est en mode je traverse l'océan, je vais à l'autre bout du monde, je fais l'Antarctique, machin. Parce que oui, ça doit être cool aussi. Mais déjà, en bas de chez soi, dans son pays, on habite en France, c'est quand même pas mal, tu vois, on a quand même pas mal de choses à voir et c'est quand même pas dégueu de visiter ce territoire-là. Et je trouve ça hyper sympa parce que c'est à petite échelle, mais déjà, il y a enfin, petite échelle, ça dépend pour qui, tu vois. Il y a quand même une logistique à mettre en place. Il y a une préparation physique qui est ben, évidente. Et du coup, non, je trouve ça très, très sympathique. Donc, ok, tu découpes ça sur une vingtaine de jours, enfin 22, plus les petits rabs, ça te donnait plus ou moins 3 semaines. T'avais une équipe avec toi qui allait te suivre dans la journée ou c'était sur des points de rencontre? Comment t'avais organisé ça? Ouais, bah, je te rejoins sur ta dernière question. C'est vrai que l'aventure, elle est vraiment devant notre porte, hein. Il suffit de partir de nuit, tu fais un entraînement à 2 heures du matin, tu mets ta torche, tu te dis je vais faire 2 heures.
tu traverses une forêt, un cimetière, ce que tu veux, pour te faire peur, et l'aventure est vraiment devant chez nous. Et du coup, moi, j'ai eu la chance, au-delà de la préparation physique, il y avait surtout une préparation logistique. Ça, c'est pas facile de trouver le côté humain, parce que moi, j'ai décidé de le faire avec assistance, parce que je ne me sentais pas encore légitime de le faire sans assistance, même si sur les prochaines aventures, c'est ce que j'aimerais aller plutôt vers ce format-là. En fait, j'ai un ami qui m'a accompagné pendant 2 semaines. Il m'a prêté son van gentiment et surtout de son temps. Et après, j'ai deux autres amis qui sont venus pendant une semaine. Et après, bah, j'ai des copains qui venaient, par exemple, sur 3 étapes, une étape. Chacun venait faire son défi dans le défi. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce que déjà de voir que tes amis, ils s'impliquent autant que toi dans un projet auquel c'est pas forcément eux qui sont toujours mis en lumière. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Et, euh, et de voir que chacun se donnait le défi, tiens, moi aujourd'hui, je vais faire une étape, aujourd'hui, moi, je vais courir 20 kilomètres. Et vraiment, mentalement, tu sens qu'ils se sont donnés. Et ça m'a vraiment touché parce que tu te dis, ah yes, tu as l'impression quand même d'inspirer du monde. Et c'est là que tu sais que tu es dans le vrai. Et du coup, on avait une logistique mobile. Donc en fait, on dormait dans le van. Et eux, ils me rejoignaient sur des étapes. Par exemple, mon premier ravito, moi, il était au bout de 30 kilomètres. Donc, je partais à 4 heures le matin, comme ça me permettait de profiter de la fraîcheur. Donc, on se retrouvait à peu près vers 8 heures, 9 heures, ça dépendait des étapes. Après, on refaisait un autre ravito à 40 et le dernier à 50. Et en fait, quand tu découpes tes étapes comme ça, déjà mentalement, tu ne vois pas les choses pareilles. Moi, je me faisais en fait des micro-récompenses. Par exemple, quand je partais à 4 heures, je déjeunais un petit peu dans le van, je prenais mon beurre de cacahuètes, mes barres de céréales, tout ce qui me faisait plaisir. Et après, au bout de 10 kilomètres, je m'autorisais une barre de céréales. En fait, quelque chose qui va te redonner le sourire. Au bout de 15 kilomètres, je me mettais de la musique, un podcast. Et en fait, tu te fais des petites sortes de cadeaux. Et là, tu vois, hop, je suis déjà arrivé à 30. Et 30 kilomètres. Et après, bah, tu te dis, là, tu as ton ravito. Donc là, émotionnellement, tu es content de voir tes potes. Tu reprends vraiment un second souffle. Et là, après, tu te dis, bah, si j'ai fait 30, le ravito qui sera dans 10 kilomètres, bah, c'est rien du tout. Surtout que maintenant, tu as ta musique, tu as à boire et à manger. Donc là, tu es arrivé, tu as fait 40. Il t'en reste plus que 10. 10, il est midi, tu as fait 50 kilomètres. Et là, tu as de quoi dormir dans le van. Et après, il te reste toute la journée. Et c'est là que tu te dis, bah, en fait, 50 kilomètres, ça va. Je sais que pour le commun des mortels, on peut se dire, c'est beaucoup. Mais en fait, quand mentalement, tu le découpes d'une autre manière, 50 km, tu te dis, bah, en fait, au final, je vais pouvoir faire 60, après 70. C'est vrai que j'ai été un petit peu quand même limité, parce que moi, j'avais prévu certaines étapes dans certaines villes, parce que des copains me rejoignaient et j'avais prévu une arrivée au refuge. Mais c'est vrai qu'à refaire, je pense que j'aurais essayé de faire 70-80 km par jour, parce que je me suis un peu limité, mais c'était aussi ma première aventure, donc je ne savais pas vraiment où j'allais. Mais j'ai pas de regrets parce que ça a aussi permis à certains de venir faire ce défi. Et à savoir que j'avais un partenaire pendant cette aventure, c'était le VNB. Donc ça, c'est un réseau de caves-bars qui a été créé à Château-Gontier il y a un petit peu plus de 20 ans. Et ils m'ont accompagné sur le projet. Donc là, c'était encore un acteur local. Et eux, ils ont un peu plus de 300 magasins dans la France. Et nous, on a traversé plusieurs VNB pendant toute la traversée. Donc, c'était marrant parce que les gens, ils voyaient le logo, ils disaient, ah, mais trop bien, vous venez d'où? Donc là, il y avait encore un partage. Et certains nous ont même organisé des soirées qui se sont finies tard la nuit parce que c'était difficile de refuser. Parce que quand tu vois des gens qui s'impliquent dans ton projet, tu peux pas te dire non, je vais me coucher à 21h. À 21h, mec, merci. Et ça permettait aussi à toute la partie assistance de lâcher prise parce que c'est vrai que se coucher à 21h le samedi, un soir de finale de Ligue des Champions, moi je m'en fichais, mais pour mon assistant, c'était plus compliqué. Donc quand ils avaient une sorte de, comment dire, Ah, une sorte d'événements comme ça, d'exutoire vouloir fêter? d'exutoire Ouais. ou d'événement, comme tu dis.
Bah, on en profitait parce que, surtout eux, hein, moi j'aime me coucher pas trop tard parce que Oui, j'avais quand même forcément. 50 km à faire. Et surtout, il fallait pas trop accumuler de dettes de fatigue. Mm. C'est ça, Ouais, t'as raison, et tu vois, il y a tellement de choses. Alors là, dans tout ce que tu as dit, trop bien. On en a parlé avant, mais on va y revenir sur ce que tu avais mis en place comme imagerie mentale, comme préparation mentale pour te lancer dans ce défi, plutôt de manière autodidacte. Mais le coût des micro-récompenses, c'est un truc que l'extrême majorité ne fait pas. Et c'est quelque chose d'ultra puissant. C'est très 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 puissant pour le cerveau déjà de découper ses objectifs, que ce soit un trail ou un ultra, parce que à chacun son Everest, tu vois. Quelqu'un qui débute, s'il commence par un maratrail de 40 bornes, même 25, ça peut déjà prendre pas mal de temps, selon si on est en altitude, enfin en montagne ou quoi, tu vois. Mais ouais, c'est essentiel de se donner ces micro-récompenses parce que le cerveau, il se reset à chaque fois sur un nouveau mood, comme tu l'as très bien dit, tu te sentais bien parce que tu rentrais dans un autre état. J'en ai fait 30, là, il m'en reste que 10 pour aller au prochain coup, là, il m'en reste que 10. C'est hyper intelligent et c'est aussi, je pense, une des clés de ta réussite. Et après, bah, forcément, ça s'est tellement bien passé pour toi. Enfin, après, tu nous expliqueras un petit peu les moments que tu as dû traverser un peu moins facile, s'il y en a eu. Mais si tu passes tout de suite en disant, ouais, j'ai réussi, j'aurais dû faire 70 ou 80 par jour, qui te dit que tu n'aurais pas pété au troisième jour, quoi. Donc, bon, ça, on ne saura jamais, forcément. On le verra à la prochaine. Mais voilà, tu sais que alors peut-être pas pendant que tu as fait ta traversée, mais il y a eu plein d'autres défis qui se sont mis en place. Et chaque chose dans son contexte, évidemment. Mais Duncan Périlla, le coureur de chez Oka, a voulu se lancer dans un Tour de France. Autre défi, hein, il voulait battre le record de kilomètres parcourus en 30 jours, donc voilà, c'est autre chose. Mais force est de constater qu'il a très très mal dimensionné son défi parce qu'il a pété à la fin du premier jour. Et le deuxième jour, c'était déjà terminé, donc il a continué avec un vélo elliptique, enfin un truc, il a continué son programme. Donc c'est hyper difficile, c'est pour ça que quand c'est réussi, c'est chouette, et on peut trouver les pourquoi justement. Parce que c'est aussi très 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 facile de se rater. C'est vrai, c'est toujours plus facile à dire quand c'est fait. Mais c'est vrai que j'ai suivi un petit peu en parallèle ce qu'il a fait et j'ai eu plusieurs amis qui m'ont envoyé sa performance du premier jour. Et j'ai vu, je crois, qu'il courait en 4,30, quelque chose comme ça. Trop vite en tout J'ai cas. dit, ouais, oui, c'est sûr. Et mais quand j'ai vu, oui, je crois, il a fait, je crois, il me semble que c'était 110 km en 4,30. Parce que lui, il a plutôt le profil d'un marathonien. Bah, Et c'est pour un excellent marathonien pour ceux qui connaissent lui, pas. Il est extrêmement connu et il court le marathon en 2h09. Donc oui, c'est quelqu'un qui est capable de courir à plus ou moins 20 km/h un marathon. Donc oui, oui, c'est un athlète remarquable, mais justement très difficile de dimensionner justement. C'est plus le même sport. non, c'est ça. Et après, en fait, après, le projet est quand même très différent parce que lui, il faisait plutôt de la route. Moi, parfois, en fait, une allure, ça veut un peu rien dire. Parfois, sur ces projets-là, parce que parfois, moi, je suivais ma trace GPX. Le chemin, je savais, c'était quoi? Je pouvais pas rentrer dans le chemin tellement qu'il y avait des arbres, des ronces. Alors, parfois, c'était drôle, je sautais des clôtures par-dessus chez les gens. J'ai même traversé une rivière. J'ai plongé dans un torrent. Mais moi, c'était ça que je voulais. Ça m'a fait kiffer. Et je préfère passer par du chemin. Parfois, ça me prenait 3 heures de plus plutôt que de me prendre une départementale et faire 20 km en 2h10. Et ça, comme tu l'as dit, c'est pas facile, mais je pense qu'honnêtement, avec l'expérience, on peut. De toute façon, il n'y a que l'expérience. Il n'y a qu'avec l'expérience qu'on peut se rendre compte de ce qu'on peut faire par jour. Et chaque terrain est différent, hein. Quand tu es en Ardèche et que tu dois traverser, tu dois faire de la spéléo et le moment où tu traverses une départementale, là, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est important de bien observer le terrain. Et en fait, tous les soirs, avant de te réveiller, tu regardais la carte, tu commençais à faire une visualisation dans ta tête, tu te disais, ah là, il va y avoir un village, peut-être qu'il y aura des toilettes publiques. Parce qu'en fait, les toilettes publiques deviennent un peu ta maison. Parce que tu peux te mettre, tu sais, tu peux aller aux toilettes, tu sais que s'il pleut, tu peux te mettre en dessous. Et en fait, tu te conditionnes tellement que tu es obligé de réussir.
as tellement la soif de réussir que pour toi, ça arrivait que parfois il y a des personnes qui viennent, mais ils étaient encore dans leur mood un peu, je dirais, c'est pas péjoratif, mais de citadin. Et Mhm. toi, ça fait 2 semaines que tu es entre guillemets dans la nature et plus rien te fait mal. Oui, mais c'est normal, t'es dans un autre état déjà, bien sûr. Tu es dans l'acceptation. Et moi, c'est ce que je disais toujours, le bureau des pleurs, il est au-dessus des nuages. Ici, personne ne se plaint. On va de l'avant. Ça fait un peu militaire, mais c'est ce qui te permet d'aller au bout. Et à la fin, tu disais 50, oui, mais 50, c'est rien. Tu sais que tu pouvais faire plus. Et d'ailleurs, on a fait plus quelques jours parce que Antoine, mon coach, il est venu et il m'a dit non, non, moi, j'ai pas fait 4 heures de route pour faire 50, pour faire un petit footing pour lui. Il a dit on va faire 70. Bon, je vous avoue que j'ai mal dormi la veille. Et j'ai un ami à moi qui nous a accompagnés une partie de cette étape. Et en fait, on a fait une journée magnifique, 70 kilomètres dans le Verdon. Ah ouais. C'était, c'était génial. Après, tu peux te baigner dans l'eau bleue. C'était magnifique. Ah, j'ai vu quelques vidéos passer, ça avait pas l'air mal, effectivement. Et au final, encore une fois, c'est de la visualisation et surtout de l'interprétation. Ouais, ouais, non, mais vachement bien. Et tu vois, je repensais à un autre truc quand on parlait des micro-récompenses et tu me parlais de un peu ce que tu pouvais manger ou quoi. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je le redis encore une dernière. J'ai accompagné Eric Clavry sur une petite partie de son défi sur le GR34 au mois de mai dernier. Et quand j'ai fait quelques assistances, j'ai eu la chance de pouvoir justement y participer. Et dans son pack, dans sa boîte à assistance, c'était un trésor de bonbons, quoi, en fait. Et ça m'a fait rire. Mes enfants sont passés devant, ils avaient envie de tout lui piquer. Alors, tu avais la boîte spéciale pour adultes, tu vois, la boîte de salé. Donc, tu avais l'impression que c'était l'apéro géant avec les saucissons déjà découpés, les biscuits apéro, tout ce qui était très salé, parce qu'on sait que quand on part dans des efforts comme ça, tu sais, t'as des fois des délires qui deviennent, il te faut absolument un gros truc salé, tu sais, tu sais pas pourquoi le cerveau, voilà. Et à l'inverse, tu avais la boîte compartimentée en plastique avec tous les bonbons rangés par catégorie, genre les fraises Tagada, les crocos, les fils et tout, et les Kinder Bueno, les chocos, les Maltesers. Et c'était ça, les boîtes de récompenses, quoi. Et en fait, ils piochaient là-dedans, et avec bien évidemment plein d'autres trucs. Donc, ouais, c'est essentiel, quoi. C'est les micro-récompenses qui font du bien au cerveau tout le temps, quoi. Très, très bon. Voilà, Ah oui, c'était la petite anecdote en plus. ah oui, il avait vraiment classifié Ah ouais, c'était très pro, hein. Ah là, vraiment, j'avais rarement vu ça. le personnage, ça m'étonne pas. Mais j'avoue que moi, je suis encore un peu trop instinctif pour Bah, ça. après, il en est Mais pas à après, sa je sais première non pas. plus, hein. Oui, non, 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 c'est sûr. Puis on va dire que c'était pas le même défi. Donc, ok. Du coup, est-ce que tu as eu, bah, là, on parle que de beaux moments. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles dans la traversée? Oui, il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns, mais par exemple, il y a eu des moments où le terrain, il était vraiment hardcore. Et que parfois, je passais des ronces, il fallait plier les arbres. Je disais, mais qu'est-ce que je fous là? En Ouais, genre, plus, ça t'avançait pas et c'est ça qui non, pesait? c'est pas. Et en fait, quand tu pars à 4 heures, tu descends, t'es en descente dans une montagne, il pleut. En 1 heure, tu t'es pété la tronche déjà 3 fois. Tu te tords la cheville. Et là, tu entends des bruits, il fait nuit. Et là, tu es vraiment dans une ambiance un peu, c'est un peu paradoxal parce que tu es content d'être là, mais tu te dis quand même, qu'est-ce que je fous là? Tu te dis, tout le monde est en train de dormir, et pourquoi moi j'ai décidé, encore une fois, de me mettre, dans la merde, entre guillemets, comme quand tu es dans le mal dans un trail, tu te dis, Hmm, pourquoi j'ai fait ça? Et en fait, il y a un truc qui est super important, qu'on entend assez souvent maintenant en course, c'est son pourquoi. bien sûr. Pourquoi j'ai commencé cette course? Et c'est vraiment dans ces moments de doute qu'il faut se rappeler de ça. Et là, normalement, si tu ton bon why, tu dois, ça doit te faire sourire. Et là, tu acceptes encore une fois et tu vas de l'avant. Et donc, des moments durs, oui, il y en a eu, hein. Parfois, tu te demandais un peu ce que tu faisais là quand tu es en pleine nuit en train de passer des ronces, des arbres. Mais au bout de 2 heures, quand tu vois que tu n'as que fait 10 km et que tu sais qu'il t'en reste 40, ah ouais, c'est un peu énervant. Et le deuxième moment, je dirais, qui a pu être dur, c'est quand, en fait, je m'étais
tordu la cheville, je m'étais même fait une entorse. Et tellement que je voulais pas mettre d'énergie dans cette douleur, j'ai même pas regardé. Et je croyais que c'était une périostite, ma périostite qui revenait. Parce qu'en fait, ça me faisait une douleur au niveau du tibia, une tension. Je dis, bah, ok, ça c'est une périostite. Là, je me suis dit, l'aventure, elle est finie. Je sais que je vais mordre le torchon pendant 3 jours, mais je sais qu'après, ça va être très compliqué. Et du coup, je l'ai dit à personne. Et du coup, j'avais une entorse au pied. Ouais, c'était pas une périostite, quoi. Non, c'était pas du tout une périostite et je sentais que c'était tendu. Et en fait, à un moment, tu avais quelqu'un de ma famille qui est venu me voir. J'étais assis au bord du camion. Et elle me dit, Putain, Val, ta cheville, elle est 2 fois plus grosse que l'autre. Et moi, en fait, je voulais tellement pas regarder que je m'étais conditionné pour me dire que j'avais pas mal. Et en fait, ouais, je m'étais tordu la cheville. La cheville était 2 fois plus grosse que l'autre. Et je me suis dit, ah, bah en fait, c'est une entorse. Ça va dégonfler. Et là, ça m'a rassuré, en fait, d'avoir eu qu'une entorse. Puis bah, après, j'ai pris une petite attelle. Et 3 jours après, c'était dégonflé. Puis on n'en parlait plus. Et Ok. ça, c'est vraiment important parce que, en fait, ton cerveau, c'est toi qui décides. T'en fais ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment une dimension que je le savais déjà, mais là, je l'ai encore plus appris sur cette aventure. Donc ça a été vraiment les moments, je dirais les moments difficiles. Et après, sinon, c'est de tenir mentalement sur la durée, mais j'ai pas eu de moment où je me suis dit, bah, c'est fini. J'ai eu de la chance, je suis même pas, en fait, je suis même pas rentré dans le dur. Il Où n'y a pas j'ai eu un vraiment, moment où tu t'es dit, j'y arriverai pas. non, jamais. Et je sais que c'est bizarre, hein, mais j'ai trouvé ça plus difficile. J'ai trouvé ça plus difficile, par exemple, de faire une course de 100 kilomètres parce que bah, tu dois suivre un certain rythme. Alors que là, bah, au pire, si ça allait pas, bah, si ça va pas, tu masses, tu marches. Si ça va pas, ça m'est arrivé. Si t'es trop fatigué, ça m'est arrivé parfois de m'allonger carrément sur la route, de dormir 2 minutes et hop, je repars. Parce que c'était mon rythme aussi. C'est ça, je dirais, un peu l'avantage du off. Moi, je suis personne. J'avais pas de contrainte de temps. J'étais pas sur un record. Donc, j'avais pas cette pression, entre guillemets. Peut-être que quand on s'appelle Match Blanchard ou Kylian Jornet, on doit forcément, on a des sponsors, on a entre guillemets, des responsabilités médiatiques et on se doit de faire tout le temps un record. Toi, quand t'es personne, qui va te dire quelque chose? Personne. Donc, Ouais, il y a mais des vraiment... fois, parfois, c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres contraintes parce que même, tu vois, on se met un dossard, on n'est pas plus médiatique qu'un autre, c'est pas parce qu'on a mis le dossard, mais avec le dossard, on a toute cette dimension chronométrique, même si on est sur des trucs en ultra où le chrono, ça veut plus rien dire. Mais la lucidité baissant la plupart du temps avec la course, on est là à se dire, ah non, je vais pas m'arrêter à tel ravito, ou je vais éviter de me changer ma chaussette là, alors que finalement on est parti sur une course de 20 heures, tu vois, où il est 3 4 minutes de perdu, au contraire, c'est ridicule, mais ouais, ouais, c'est marrant ces différences de perception, du coup, qui, toi, pour le coup, t'ont carrément allégé et t'ont permis de vivre ton aventure à la cool, quoi, comme tu l'avais souhaité, quoi. Oui, c'est ça. Puis après, j'avais de la chance de... Parfois, je prenais de l'avance. Parfois, je faisais 57, parfois, je faisais 60 kilomètres. Et j'avais toujours cette avance. Ça m'est arrivé de faire une journée où le problème, c'est que j'avais trop d'avance, où j'ai fait que 14 kilomètres. Donc là, quand tu commences ta journée et tu fais 14 kilomètres, bah après, Un footing, quoi. journée de repos, quoi. Donc, après, nous, quand on est arrivé dans le VNB, on t'a préparé une soirée, tu peux pas dire, non, bah non, non, désolé, j'ai trop d'avance, je trace. Mais c'est pour ça que sur les prochains défis, je tiens vraiment à le faire sans assistance et sans cette contrainte pour voir vraiment où je peux aller, pour Ouais, pour vraiment vraiment suivre dans mon ton plein mood, potentiel. ouais. C'est ça. Mais après, ça fait partie d'un apprentissage et j'ai zéro regret. Et, et c'est marrant parce que du coup, maintenant, en 50 km, j'ai pas beaucoup recouru, mais tu te dis que bah, ça passe, quoi. Ça paraît une barrière mentale. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des moments à l'inverse où émotionnellement ça a été très fort, où tu as vraiment ressenti peut-être un flow ou vraiment une émotion très très forte, positive? Oui. Bah, déjà, il y avait quand je dirais qu'on est un peu dans l'état de flow physique.
En fait, les 3, 4 premiers jours, je dirais que c'est un peu les plus durs parce que on se cherche vraiment autant dans l'organisation. Tout le monde peut avoir un petit peu de mal à trouver sa place au début. Au début, tu es vraiment sûr de rien, tu sais pas si tu vas réussir, tu sais pas comment ton corps il va réagir. Et il y a surtout au début le côté articulaire où tes tendons ils sont vraiment pas habitués. Et en fait, au bout de 4 jours, tout ça, ça part. Et tes muscles, ils ont compris que fallait avancer, que tu leur laisserais pas le choix. Et en fait, t'as même plus de courbatures. Le lendemain, tu recommences naturellement parce que, entre guillemets, c'est devenu ton métier. Et cet état de flow, en fait, il est là un peu tous les matins. Parce que le matin, tu repars avec des jambes neuves. Et après, sur le côté émotionnel, vraiment, au bout de la deuxième semaine, t'es sûr de réussir. Et là, bah, t'es trop content, quoi. Enfin, moi, j'étais le plus heureux du monde. J'avais qu'une envie, c'était que ça ne s'arrête pas. Limite, quand on est arrivé, ça m'a... C'était une sensation de se dire, oh, c'est déjà fini. Et je disais, mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de faire demi-tour. Je sais que j'en suis capable et non, t'as pas envie de retourner dans cette vie qui paraît si monotone quand t'es là, tu dois juste penser à faire 50 kilomètres, manger, boire, dormir. C'est génial, t'as une vie légère, on va dire. Ouais, là, tu me fais penser à Antoine Clément qui, bah, je vais aussi lui poser la question de l'après. Et c'est vrai que l'après à gérer, c'est très dur quand tu pars dans... Plus les émotions que tu vis sont fortes, plus... en général, bah, lui, ça lui avait fait une belle remise en question aussi, où il avait fait... derrière, il avait reconstruit un peu... je vais pas le paraphraser, hein, mais reconstruit un petit peu son objectif de vie derrière ça. Bah là, c'est toujours un peu pareil. Tu vis quelque chose d'un peu... quand même hors du temps et hors des concepts du quotidien. Donc fatalement, voilà. Et c'est pas trop dur depuis? Enfin, tu disais justement physiquement pas trop, voire pas du tout. Mais En fait, mentalement, ouais. bon, non, 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 mais après, je pense que c'est plus profond que ce qu'on ne pense. Ça peut être une fatigue nerveuse, en fait, une fatigue qu'on voit pas. Donc là, je fais, par exemple, quand j'ai repris, je fais plutôt du renfo, je cours pas, mais c'est plus émotionnel. Le côté émotionnel de se dire, tu remets un peu ta vie en question, ta vie professionnelle. Euh, je pense que ce genre d'aventure, ça permet de savoir si tu es aligné dans ta vie. Donc après, à chacun d'arbitrer, de faire des réglages quand il faut, que ce soit professionnel, sportif ou autre. Mais cette aventure, elle m'a vraiment fait prendre conscience que bah, déjà professionnellement, j'étais peut-être pas forcément aligné avec ce que je faisais et que j'avais plutôt envie de faire quelque chose dans le sport. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Et, euh, et après, tout de suite, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme projet? Tout de suite, je me dis, t'as envie de réenchaîner. Et après, je me suis dit, stop, Val, faut pas trouver un projet pour trouver un projet. Pour consommer du projet non plus, ouais. Exactement, parce que parfois, on est un petit peu dans ça avec l'univers des réseaux. Et je me Mm. suis dit, prends le temps, si ça doit prendre un mois, ça prendra un mois, si ça prendra un an, ça prendra un an. Et faut vivre chaque émotion, faut pas refouler ses émotions. Et je me laisse le temps. Et je sais que ça va revenir parce que si je recommence un projet en n'ayant pas cette fameuse grinta, ce qui te donne vraiment envie au fond de toi-même, le projet, tu vas pas le réussir parce que quand tu as un projet comme ça demande tellement d'investissement de temps, de partenaires et surtout physique. Si t'as pas cette grinta, tu vas pas aller au bout. Tu vois, tu parlais j'allais le dire, mais quand tu parlais de récupération mentale qui était limite plus difficile que la récupération physique, j'allais te parler du système nerveux parce que moi, en ce moment, j'ai interviewé plusieurs personnes sur le sujet et il y a beaucoup d'études que je suis en train de lire sur l'endurance nerveuse, justement. Et bah, naturellement, on parle d'endurance physique quand on parle dans des sports d'endurance comme les nôtres, comme la course à pied, comme le vélo, etc. Des sports d'ultra-endurance.
Et on se rend compte de plus en plus que ce qui se fatigue le plus et ce qui est le plus dur à récupérer, c'est justement la récupération du système nerveux qui, pendant ces moments-là, était mis à rude épreuve. Et moi, ce qui me passionne après dans mon métier à côté de prep mental, c'est d'aller justement accompagner l'athlète, pas sur le plan physique, sur lequel en général il est prêt quand il se lance dans des aventures comme ça, à moins d'être un peu foufou ou suicidaire, je sais pas, mais en général, s'il le sent, c'est qu'il le ferait. Mais c'est surtout sur cet aspect qu'on comprend pas ou qu'on comprend trop peu encore de l'endurance nerveuse parce qu'on n'arrive pas trop à mettre de doigts dessus, à dire qu'est-ce que c'est. Et pour le coup, là, les scientifiques, eux ont mis le doigt dessus, le définissent, l'expliquent, et encore pour nous, les sportifs, ça arrive que tout doucement dans notre champ d'application. Mais ouais, t'en es l'exemple parfait, quoi. Enfin, tu viens de le dire, c'est ultra important, quoi. Une blessure nerveuse, c'est pas palpable. Par Mm. exemple, sur les périostites, on peut le voir, hein, tu vas te lancer sur un ultra de 100 km, tu vas pas la sentir. 2 semaines après, tu veux recourir 3 km, c'est pas possible. Mm. Donc, c'est- quand c'est pas palpable, c'est vraiment différent. Et Ouais, puis on a tendance à dire t'es fatigué, c'est normal. Enfin, c'est normal après ce que tu viens de faire, ou c'est physique, c'est le contre-coup. Tu sais, on met des mots derrière, c'est des mots de tiroir un peu parce qu'on on sait pas ce que c'est et on balance tout un tas de phrases. C'est pas méchant, hein, mais moi c'est du tout. Pour le coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a derrière ça, parce qu'il y a des personnes, ça va être l'inverse quand tu as été porté très très fort avec beaucoup de d'émotions joyeuses dans ton projet ou quoi, tu vas peut-être être moins affecté par ça quand ça a été très très dur et que tu allé puiser nerveusement, psychologiquement, très loin, très longtemps, voilà. Tu as peut-être besoin le physique va peut-être récupérer un peu plus vite que le mental, mais à chaque fois, aujourd'hui, on arrive à voir que c'est deux entités qui sont pas forcément distinctes. Les deux fonctionnent ensemble. Notre physique et notre mental sont liés. Les études le montrent. C'est absolument fantastique de voir ce qui est démontré aujourd'hui par les neurosciences, que voilà, quand nous, on le vit, enfin, un sportif, c'est comme, là, je m'intéresse à l'hypnose. Euh, on a tous vécu des étapes d'hypnose et le sport, c'est la porte d'entrée archi facile pour vivre un état d'hypnose. À partir du moment où on se met à courir, on a des vélos ou autres, hein, bien sûr, mais on a des perceptions du temps déjà qui vont être complètement différentes d'un moment à un autre. Un coup, 1 heure va en paraître quatre et à l'inverse, on va se dire, oh là là, j'ai déjà couru 20 bornes. C'est un état hypnotique, auto-hypnotique, mais hypnotique quand même. Donc c'est le cerveau qui est en permanence en train de mener la danse et de gérer la chose sans qu'on s'en rende compte. Toi, tu nous l'as hyper bien dit encore avec les personnes qui venaient t'accompagner. Ça te faisait vraiment du bien. Pour différents ressorts, il y a peut-être le ressort de côté peut-être de l'ego, ça te fait du bien de voir que tu inspires autant de gens, la fierté, le boost de se dire, quand même, ils sont là pour moi, donc j'avance. Enfin, plein de ressorts psychologiques différents qui font au final que tu avances. c'est ça. Et puis, c'est un peu bateau, mais tu mets un pied devant l'autre et en soi, euh, un petit caillou, si tu jetais un caillou par jour, à la fin, tu crées une montagne. Et ça, c'est d'autant plus vrai dans ces aventures parce que forcément, il y a tout le temps des moments où tu as un petit peu envie de lâcher. C'est normal, mais le fait de mettre ces petites récompenses et se rappeler du but final. Et je savais qu'aussi à Château-Gontier, il y avait ce fameux refuge, hein. Le refuge, c'est un peu plus de 50 ans d'histoire et c'est des petites pierres qui ont été mises pendant 50 ans. Et aujourd'hui, quand on voit ce que c'est, ils ont 1000 pensionnaires et ça fait 50 ans, quoi, que les mecs y tiennent alors que ça tient grâce à des bénévoles, grâce à des dons. Et mais attends, si eux, ils ont réussi à faire ça, s'ils ont commencé avec un tout petit bout de champ et que maintenant ils accueillent des lions et toutes sortes d'animaux de partout, moi, oui, je peux réussir à courir la France, je peux réussir à traverser la France. Et en parlant de dons, tu peux nous dire combien tu as réussi à récolter avec la cagnotte? On est à 5 000 euros. D'accord, En fait, bravo, top, c'est chouette. on était très fiers. Et encore une fois, il n'y a pas de petits dons. D'accord. Quand tu commences ta cagnotte, bon, bah voilà, après, tu la partages à ta famille. Et petit à petit, ça augmente. Et d'ailleurs, en fait, autour de ça, j'avais fait un teaser. Et ensuite, on a fait une vidéo de toute la traversée. Il y a un vidéaste qui est venu pendant 10 jours
Donc là, le court-métrage devrait bientôt sortir parce que c'était important pour moi de laisser une trace. C'était aussi la première fois, j'apprenais en même temps. Et je ferme la cagnotte 15-20 jours après le film. Ah, donc la cagnotte est toujours ouverte. Elle est toujours ouverte Ok, très bien. jusqu'à Pardon, tu peux nous en dire un peu plus. C'est Hello Asso? Hello Asso. En fait, sur mon compte Instagram, on peut retrouver tous les liens dans la bio. Et du coup, bah, on a une vidéo finale. Et après, moi, j'ai battu un peu une peur que j'avais, c'était de prendre son téléphone et de raconter sa journée. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas forcément facile. Mais tu l'as très bien fait. On sait pas trop quoi raconter. Et puis au final, à la fin, on commence à adorer ça. Et quand l'aventure est finie, on se dit, mince, j'ai plus rien à raconter. Maintenant, t'as envie de reprendre ton Ah, tu téléphone. fais comme plus de trois quarts des influenceurs, tu ne racontes rien, mais tu te Ouais, filmes, mais non, non, tu te non. filmes dans ton quotidien. C'est, c'est important de raconter quelque chose. Et non, Toujours. je, je pense que c'est important de différencier influenceurs et créateurs de contenu. Ouais, ouais, ouais. T'as bien raison. Non, encore bravo pour la cagnotte. Et on en a beaucoup parlé, mais en filigrane. Tu t'es préparé mentalement à vivre cette aventure avec des choses précises ou c'était, voilà, tu m'avais beaucoup parlé de visualisation. Alors, je tiens à dire la préparation aussi, le découpage des étapes, tout ça, pour moi, ça fait partie de la préparation mentale. C'est le lien entre les deux, justement, entre le physique et le mental. Parce que si on se craque complètement en disant je vais faire 100 bandes par jour parce qu'un tel l'a fait, raté complet. Mais voilà, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, avant de partir et après, même pendant? Est-ce qu'il s'est passé des choses pendant? Oui, en fait, j'avais plusieurs axes. J'avais, bah, comme tu l'as redit, le travail de visualisation, de regarder les personnes qui l'avaient fait, aussi des personnes qui avaient échoué. Et j'ai pu prendre contact avec certaines personnes qui l'avaient déjà fait. Donc eux, ils avaient vraiment leur ressenti. Au début, on se concentre beaucoup sur le physique, sur l'entraînement physique. Et c'est pendant que tu sais que c'est le mental qui prendra le dessus sur le physique. Et j'ai vu une naturopathe. Alors, faut savoir que moi, je suis très cartésien. Donc, l'hypnose, etc. Je suis curieux, j'essaie, mais j'ai pas forcément de Mhm. ressenti. Plutôt la tendance scientifique cartésien, comme tu dis, quoi. Pas plutôt, mais Ouais. en fait, c'est plutôt pendant que j'ai compris que c'est surtout pendant les ultras, hein, même si je suis encore un apprenti, je le répète. Je suis pas allé puiser super loin. C'était plus sur la durée. Donc, j'ai pas eu forcément besoin de ces outils, mais ça a vraiment été la visualisation. Euh, et après, moi, j'ai des outils. Par exemple, dans ma galerie photo, je sais que j'ai une vidéo. C'est une vidéo que mes potes m'avaient fait il y a un peu plus d'un an pour ma toute première course pour la Mascarene parce qu'ils se sont dit, mais le mec court pas, pourquoi il va courir 70 km en faisant presque 5000 de dénivelé? Et il m'avait préparé cette vidéo et pour moi, ça, si tu veux, c'est le boost dans Mario, quoi. Et j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu besoin. Et je sais que j'ai deux, trois vidéos. Pendant la traversée, j'ai presque appelé personne parce que j'en ressentais pas le besoin. Et au début, c'est eux qui se sont mis à m'appeler parce qu'ils ont dit, bah mince, on n'a pas de nouvelles. Est-ce que ça va bien? Et j'ai vraiment gardé ça jusqu'au bout parce que je me dis, ah, si ça va mal, peut-être que je pourrais appeler un tel, un tel, un tel. Donc j'ai eu cette... En fait, j'ai été tellement galvanisé par cette envie de réussir que, que mentalement, je me suis donné tous ces outils. Et après aussi, avant de partir, tous les petits soucis, la facture à régler, le problème que tu as là, pourront être au clair dans sa tête et pas partir déjà avec une charge mentale trop grande. Je pense que c'est important. Ok, ouais, ouais. Bah, écoute, joli, très, très joliment. T'avais tous les petits outils qui sont préconisés, et, enfin les petits outils, c'est pas péjoratif, hein, c'est des outils hyper importants, mais c'est un amas de petites choses. C'est ta boîte à outils personnelle, en fait, de justement tes petits boosts internes, quoi. C'est ça, puis après on y met ce qu'on veut. C'est Après, il y ça. a je pense que ça joue beaucoup le vécu de chacun. Chacun va avoir des positionnements différents pour des situations différentes. Il y a vraiment, je pense, le vécu de la personne qui va jouer beaucoup sur ce genre d'aventure parce que chacun le fait pour des façons différentes. Ouais, et puis le vécu, la personnalité aussi, hein, Oui, bien sûr. tous Alors, différents. c'est ça. Et, euh,
Et donc voilà, dans cette caisse à outils, même si par exemple on fait un semi-marathon, parce qu'on n'est pas obligé de traverser la France ou traverser le monde entier, euh, ces outils-là, moi, je m'en sers parfois professionnellement quand mentalement, je sais pas, ça va pas. Je sais que j'ai ça. Je sais que par exemple, cette traversée, c'est devenu un outil. Mm. Je sais que par exemple, quand je vais regarder une vidéo, une capsule que j'ai faite, par exemple sur Instagram, où ça allait pas, mais j'ai réussi à reprendre le dessus, et ben je me dis, ça c'est devenu un outil parce que ça fait partie de ton bagage, quoi, maintenant. Ah, mais absolument, ce que tu es en train de me dire, ça s'appelle du renforcement positif. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose qui nous a vraiment galvanisé, qui nous a fait monter en vibration et monter en énergie, en estime, en joie, de le répéter, de ne pas hésiter on appelle ça aussi à convoquer cet état-là, un peu, c'est un peu le concept de l'ancrage pour les sportifs ou pour d'autres, mais c'est de revivre ce moment-là de joie. Et il y avait une anecdote à ce sujet dans je crois que c'était sur un match de Serena Williams qui avait gagné Roland Garros, mais à un moment où elle revenait, où elle avait plein de blessures et tout. Contexte, je l'ai pas exact, mais c'était à peu près ça. Dès qu'elle est dans les vestiaires, elle dit bon, maintenant c'est Wimbledon. Parce que c'est genre un mois après, quoi. Et son entraîneur la coupe tout de suite en lui disant non, là c'est Roland Garros. Maintenant, tu continues de profiter de ce que tu as gagné pour renforcer la joie, pour vivre le moment. Et ce que tu dis, c'est vraiment un exercice ultra important de préparation mentale pour apprendre à faire ça soi-même, ancrer ces moments, renforcement positif, on ancre des moments positifs. Et comme tu dis, à c'est quand tu viens de construire en fait une nouvelle brique positive, une nouvelle brique de ressources aussi. On appelle ça les images ressources. Tu vois ce que tu m'as dit, petite vidéo de tes potes, bah, c'est comme une image ressource, une vidéo ressource, tu sais qui va te faire monter en énergie tout de suite et qui va t'emmener dans un autre état et pour avancer, quoi. Hyper important. C'est ça, et de savoir aussi pourquoi tu as construit ton projet. Et généralement, si t'as été sincère avec toi-même dans la construction de ton projet, tu as zéro raison d'abandonner, à part si c'est blessure. Yes, bah écoute, ouais. C'était top. Est-ce que tu as Bon, tu nous as dit, hein, tu te calmes un petit peu pour pas trop en rajouter, mais est-ce que tu as déjà des choses en tête pour la suite? Oui, c'est dans les starting blocks, forcément. Donc, Déjà. euh, c'est pas encore structuré, mais je regarde beaucoup de choses. Je m'informe, je regarde ce qui a pu être fait, ce que je peux faire de nouveau. Après, moi, j'ai pas que des ambitions vis-à-vis de la course. Parce que quand je parlais d'aventure, moi, je parle de l'aventure au sens large. J'ai déjà fait des stages de préparation pour faire une expédition polaire. Ça, c'est un rêve. Je sais qu'à moyen terme, j'espère pouvoir le réaliser. Je sais pas, par exemple, euh, faire la traversée, je sais pas, ça peut être un truc tout bête, traverser du Groenland en solitaire, ces choses-là, Tout traverser bête. l'Amazonie. Tout bête. Non, mais, C'est déjà gros. non, mais parce que moi, si tu veux, depuis l'âge de 6 ans, c'est ce que je regarde. Et Ok. il y a toujours il y a toujours cette phrase qui me trotte dans la tête, il faut mettre une date à ses rêves. Et quand tu as 26 ans, tu veux pas regarder des vidéos jusqu'à tes 35 ans et te dire, ah non, j'ai toujours pas réalisé ce rêve. Ça peut être même un truc tout bête, hein. Je sais pas, ça peut être, je sais pas, faire le marathon de New York, si c'est ce qui te fait rêver. Maintenant, mets une date, et grâce à cette date, bah, tu vas faire une prépa et tu vas le faire. Et que plutôt de regarder encore 10 ans, non, pour moi, ça n'a jamais été possible. Et moi, je ne vis que de challenge. Sans challenge, je suis pas bon. Donc, euh, donc maintenant, je préfère réaliser mes rêves plutôt que de regarder quelqu'un le faire. Ma frustration ça Ok. ferait. Bon, tu sais pas encore précisément ce que ce sera, tu es encore en recherche. Enfin, ou Non, en tout non, cas, si tu le sais, tu le gardes pour toi. c'est ça, exactement. Euh, ok, écoute, on se dirige gentiment vers la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder dont on n'aurait pas encore parlé? À l'arrivée, je pense. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'était vraiment de voir, à la fin, on était une dizaine de personnes à courir. Et Mhm. la dernière étape était plus petite parce qu'on était encore en avance. Donc là, il y avait 30 km, 32.
Et là, il y a plein de copains qui sont venus, des personnes qui étaient beaucoup plus âgées que nous en vélo. Et là, en fait, on a vraiment partagé un moment. C'était une émotion on peut pas la décrire, je pense, parce que c'est tellement puissant. T'as une alchimie entre les gens. Tout le monde est content. T'as aussi un peu, je dirais pas une sorte de délivrance, mais bah, le projet que tu construis depuis 7 mois, et bah, tu dis, ah, j'ai réussi, tu es fier de toi et encore plus fier pour le refuge parce que ça a donné beaucoup d'images. Tu vois le sourire sur les gens, tu es content de remercier tout le monde. Et en fait, quand tu es une quinzaine de personnes et que tu vas vers un but commun et que tu le réussis, t'as vraiment cet effet waouh. Et après, bah, tu es trop content d'arriver, de remercier tout le monde parce que enfin, moi je le dis tout le temps, hein, c'est moi qui ai mis entre guillemets en lumière à mon niveau, mais c'est un projet commun. Sans les autres, le projet aurait été possible, mais il aurait été très très différent. Merci de nous avoir fait revivre ce projet avec tes mots. C'était vraiment chouette. Merci aussi pour, bah, tu nous l'as fait vivre sur les réseaux. Donc ça aussi, c'était vraiment, vraiment sympa à voir. Comme tu disais, tu t'as parlé devant une caméra. C'était une première pour toi, mais tu l'as très bien fait. Franchement, c'était très cool à suivre. J'ai pris plaisir à te suivre pendant ces 3 semaines. Et merci pour le temps que tu viens de prendre pour nous raconter tout ça. Bah écoute, on a fait le tour. Ah oui, la dernière question toujours du podcast. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour passer dans le podcast? Quelqu'un qui t'inspire, un confrère, un ami Bah, je dirais Jean-Pierre Darway, Ok, le cofondateur du VNV. Euh, euh, je pense que alors c'est un bel exemple de réussite professionnelle, mais aussi il a un beau chemin de vie parce que c'est quelqu'un, tout à l'heure on parlait d'ancrage, lui je pense qu'il est très 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 ancré et il m'a beaucoup inspiré sur le côté mental, sur le fait de trouver des solutions et d'être aligné dans sa vie. ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Bah, cette fois, c'est la fin de l'épisode. Je te remercie encore pour le temps que tu as pris et nous avoir fait voyager avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite, le meilleur dans tes projets et on suivra avec grand plaisir ton prochain projet. Super, bah, à très bientôt. Merci Valentin, à plus. Cet épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.